Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Carole Descroix, la fondatrice de Terrapolis. On parlera d'agrivoltaïsme et donc de revenus agricoles et de souveraineté énergétique. Dans le débat de ce Smart Impact, on va découvrir le réemploi solidaire ou comment contrer l'essor des plateformes de revente de vêtements ou d'électroménagers. C'est l'avenir de nombreuses associations qui est en jeu. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Technocarbone et son matériau composite quasiment neutre en carbone, une alternative au béton, à l'acier ou encore à l'aluminium. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Carole Descroix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente, la fondatrice de Terrapolis. Votre métier, c'est l'agrivoltaïsme, mais pas que. Est-ce que c'est à peu près ça ? C'est à peu près ça. Oui. L'agrivoltaïsme, donc Terrapolis conçoit des solutions de transition énergétique. Oui. Pour cela, on déploie des projets gagnant-gagnant sur le territoire avec les collectivités locales et des agriculteurs. Et pourquoi c'est pas que du projet agrivoltaïque? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est sur la transition énergétique, mais aussi la transition agricole. Oui. Aujourd'hui, on accompagne également les agriculteurs dans leur transformation de leurs outils, de leurs méthodes, donc au quotidien. Donc c'est presque une vision un peu générale de ce que l'agriculture est en train de devenir, si je comprends bien. Quand on parle d'agrivoltaïsme, peut-être il faut commencer, je pense que nos téléspectateurs commencent à bien connaître, mais par définir ce que c'est. C'est quoi un projet d'agrivoltaïsme ? Alors c'est quoi? C'est des modules photovoltaïques, Oui. donc des panneaux qu'on installe au-dessus des cultures. Alors il peut y avoir plusieurs modèles. Et ça permet de cultiver et de produire de l'énergie renouvelable solaire. Est-ce que ça veut dire, je pose des questions mais volontairement, est-ce que ça veut dire qu'ils sont forcément, comment je peux dire, pivotables pour laisser passer la lumière, ne pas la laisser passer? Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Vraiment du terrain, du type de terrain, Oui. du type aussi de culture ou d'élevage aussi qu'on veut mettre en place. Donc il y a vraiment plusieurs types. Et l'objectif aujourd'hui chez Terrapolis, c'est de trouver justement les meilleures solutions. On a toute une équipe d'experts justement qui planche là-dessus depuis 2 ans pour trouver les meilleures solutions, les plus compétitives et fiables. Parce que c'est assez innovant, on est quand même sur un nouveau secteur, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi des attentes de la part des agriculteurs et des collectivités. Et donc l'objectif, c'est de se rapprocher et de trouver justement une adéquation. Est-ce que pour être rentable, il faut forcément une grande surface ? Alors, cette question-là, on est sur... enfin, en tout cas, on a un parti pris, c'est qu'effectivement, une économie d'échelle apporte des économies et rend les projets compétitifs et rentables. Oui. Lorsque vous faites vraiment du cas par cas ou de façon très ponctuelle, c'est tout de suite quand même assez compliqué d'innover et de trouver des choses très compétitives. Donc, ça veut dire... Et l'objectif, c'est d'être compétitif, mais autant que le nucléaire. Enfin, oui, on est à ce niveau-là. On comprend bien en termes de production d'électricité. Donc ça veut dire quelle surface? Alors évidemment, ça dépend des projets, mais... Ça dépend des projets et vraiment du réseau local en France. Alors on a beaucoup de chance. Aujourd'hui, on a le réseau local français qui est extrêmement performant, contrairement par exemple à la Pologne. Là, ces derniers temps, ils ont eu beaucoup de soucis en termes de réseau électrique. Nous, on a quelque chose de très performant. Donc on peut se raccorder un peu partout, c'est ça? On peut se raccorder un peu partout. Alors, il y en a qui vont trouver ça un petit peu bizarre, mais on peut se raccorder un peu partout, mais à des coûts plus ou moins importants. Et donc, il peut y avoir plus ou moins de travaux. Ouais. Et c'est pour ça que la France a mis en place ce qu'on appelle les schémas de raccordement, les S3RENR, qui définissent les travaux et une projection des travaux de raccordement qu'il va y avoir en France. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui chez certains agriculteurs de la méfiance quand vous arrivez, quand vous leur parlez d'agri-photovoltaïque? Il y a de l'envie. Enfin, nous, c'est ce qu'on ressent au quotidien. C'est de l'envie de trouver des solutions, l'envie aussi d'avoir des revenus complémentaires pour un peu stabiliser leur activité par rapport aux fluctuations du marché. Et par rapport à beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite, on a aussi en effet miroir des jeunes agriculteurs qui ont besoin d'investir dans du matériel, d'avoir aussi une expertise, des conseils
Et donc c'est plutôt une envie. Donc plutôt de l'envie. Alors il faut leur répondre à des interrogations, j'imagine, sur le rendement, parce qu'il y a quoi, une petite baisse de rendement agricole, forcément? Pas forcément? Alors ça dépend ce qu'on fait, mais en tout cas, il y a une modification et une adaptation de l'agriculture et du type, du choix même de leur culture, et un choix aussi du matériel. Donc c'est une adaptation. Mais il n'y a pas forcément c'est pas une réduction, c'est vraiment une adaptation. Quand on parle de complément de revenus, ça peut représenter quel complément de revenus pour un agriculteur? Alors là, c'est vraiment, on est très, très... En pourcentage, c'est quoi? C'est 15%, 20% de revenus supplémentaires? Ça dépend vraiment des projets. En tout cas, plus il est compétitif, le projet d'énergie, plus c'est gagnant pour tout le monde. En fait. Oui, ça, on l'imagine. Est-ce que c'est adapté à tout type de culture? Alors, il faut que ce soit quand même des cultures assez basses, c'est-à-dire que les cultures du type maïs qui montent à 2 mètres ou plus, ça, pour nous, on pense qu'on est sur les limites de nos solutions techniques. En fait. Donc, plutôt des cultures assez basses. Assez basses. De l'élevage, Oui, tout à fait, de l'élevage. Ça peut être du mouton, des vaches. Enfin, là, il peut y avoir tout type d'élevage. Et en termes de culture, il y a encore beaucoup de choses à faire et on peut faire encore beaucoup de choses. Vous avez bouclé un nouveau tour de table pour TerraPolis, c'était au mois de juillet 2022. Quel partenaire, qui vous accompagne? Alors, puis j'ai une question subsidiaire, vous ne communiquez pas le montant de la levée de fonds, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Non, aujourd'hui on ne communique pas parce que l'ambition, elle est commune. Alors déjà, c'est Elis Energy qui est basé en Angleterre, à Londres, qui nous soutient et qui est expert et qui soutient les entrepreneurs tels que moi à travers l'Europe. Et on a une ambition commune, c'est développer des centrales compétitives et fiables sur le territoire français à hauteur de 2,5 giga en France, qui représente à peu près 5% des objectifs d'ici 2028. C'est-à-dire 5% de quoi? De la production d'énergie renouvelable. En France. En France. D'accord. Donc vous espérez, avec TerraPolis, en part de marché, obtenir 5% du marché des énergies renouvelables en France. Bien compris. Un mot de souveraineté énergétique, là. Il y a eu un rapport du Haut Conseil pour le climat qui a mis en garde le gouvernement sur le retard des textes qui étaient prévus, notamment la loi de programmation sur l'énergie qui était attendue pour l'été dernier, juillet 2023, et qui n'est toujours pas arrivée. Est-ce que ça a des conséquences, ces retards, sur votre filière? Alors en fait, on est en France, donc il y a des règlements et des lois et beaucoup de textes réglementaires qui cumulent. Et là, on en attend et on va en entendre encore d'autres. Il y a aussi de la jurisprudence qu'on attend. En fait, tout ce qui est important, c'est pas ça. Enfin, moi, je regarde pas ça. Je regarde aussi. Vous attendez pas ça pour avancer? On peut pas attendre ça. Et c'est l'impulsion de l'État. On va dans le même sens. Ils ont envie aussi d'aller dans le même sens. C'est-à-dire, c'est trouver des solutions, diversifier le bouquet énergétique et en avant. Donc, c'est plutôt l'impulsion qu'on peut donner à la préfecture, qu'on peut donner, enfin voilà, le ministère, qu'est-ce qu'il donne quel discours il diffuse. C'est surtout ça qui est important. Parce que quand on a des solutions qui sont assez innovantes comme les vôtres, on se heurte forcément à des problèmes administratifs, des problèmes d'autorisation. On est en France. On est en France. Bon. Mais encore plus quand c'est nouveau, c'est ce que je veux dire. Encore plus quand c'est nouveau, mais on apporte aussi, enfin c'est nouveau, mais on apporte aussi des solutions. On apporte des solutions au quotidien par rapport à différents objectifs, par rapport à la transformation agricole en agriculture raisonnée, par exemple. Enfin, donc on apporte vraiment des solutions au quotidien et un panel de personnes où justement on est plutôt attendu. Et donc non, moi je vois... Il peut y avoir de la réticence, et encore, moi, je ne vois pas ça de la réticence. C'est vraiment, on est plutôt attendu. Quand on parle des avantages de l'agrivoltaïsme, il y en a plusieurs. Par exemple, si on compare vos solutions à d'autres en matière d'artificialisation des sols, bon, bah là, c'est une évidence. Ah bah non, c'est pas une évidence. Non, il n'y a pas d'artificialisation. Bah c'est ce que je dis. Oui, d'accord. Chez vous, il n'y en a pas. Voilà, c'est Chez ça. vous, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'artificialisation des sols. On produit de l'énergie, on aide les cultures au quotidien et en plus, on aide tout un secteur agricole qui est parfois malmené par les fluctuations du marché. Donc non, il y a des vrais avantages. Est-ce que vous permettez aux agriculteurs qui sont vos partenaires, qui s'équipent, d'utiliser moins d'eau? Comment ça se passe en termes d'optimisation de la consommation? Là, c'est justement, là,
on travaille avec les agriculteurs. C'est justement notre équipe d'experts qui travaille avec les agriculteurs pour trouver justement les bonnes solutions. Et c'est moins d'eau, moins de substances chimiques également, besoin de moins de main-d'œuvre en robotisant, automatisant les exploitations. Donc effectivement, c'est ça, et au cas par cas, parce que chaque exploitation est différente et a des besoins différents. Moins d'intrants, pourquoi ? Pourquoi il y a moins de produits chimiques ? En fait, c'est l'objectif, souvent, pour même les jeunes agriculteurs, bien sûr. Ils sont sensibles à une culture plutôt raisonnée, voire bio, et donc on transforme les modèles. D'accord, c'est dans le projet général. C'est pas parce que vous mettez des panneaux photovoltaïques qu'il va y avoir moins d'intrants. Comme il va y avoir des investissements, il y a souvent les jeunes agriculteurs, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe, et les agriculteurs qui travaillent avec nous, ils sont sensibilisés au réchauffement climatique, aux urgences climatiques, et effectivement au besoin d'être raisonnés dans l'utilisation des intrants. Merci beaucoup, Carole Descroix, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le réemploi solidaire au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le réemploi solidaire, c'est le thème de notre débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Guillaume Balas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général du réseau Envie. Et puis avec nous en duplex, Pascal Glémin, bonjour. Vous êtes professeur d'économie et de management des organisations de l'économie sociale et solidaire et de la soutenabilité à l'université de Rennes. Un mot rapide, vous êtes déjà venu dans cette émission, Guillaume Balas, mais rappelez-nous ce qu'est le réseau Envie. Alors, c'est 52 entreprises d'insertion et qui travaillent sur l'économie circulaire et notamment et particulièrement sur tout ce qui est électroménager. Et on est connu pour notre activité de reconditionnement d'électroménager dont on est un des leaders français. Et donc, on est au cœur de cette question du réemploi lucratif, réemploi solidaire. Vous avez lancé avec 5 autres réseaux l'Union pour le réemploi solidaire. De quoi il s'agit et puis surtout pourquoi vous l'avez fait? Alors on l'a fait parce qu'on a des particularités communes dans le fait que nous sommes des associations avec des activités économiques, des entreprises en réalité, qui avons pour particularité de réinvestir tous nos bénéfices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération de capital chez nous et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est une particularité qui nécessite d'être promue, expliquée, d'en démontrer les avantages et les bénéfices, parfois d'être défendue. Même si notre attitude est bien plus de convaincre que de défendre. Ouais. Donc c'est un réseau, alors les autres, c'est une union, les autres réseaux, on peut les citer, il y a Emmaüs. Voilà, il y a Emmaüs qui est connu, le réseau national des ressourceries et recycleries qui est très important, très implanté dans les différents territoires, le CORAS qui est un ensemble d'associations et d'entreprises d'insertion et également Eurecyclage qui est un réseau très important pour tout ce qui est réparation de cycles et notamment de vélos. Oui, il y a évidemment une dimension sociale, sociétale dont on va parler. Pascal Glémin, quels sont les enjeux d'une telle union pour le réemploi solidaire? À quel point ces associations, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire souffrent de la concurrence des plateformes, des Vinted et autres plateformes de business de réemploi? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le réseau des entreprises d'économie sociale et solidaire, en fait, ce sont des associations, des coopératives, des entreprises d'insertion qui, effectivement, depuis les années 1990, ont installé un modèle économique à très forte dimension sociale et au service du développement local soutenable et qui ont installé effectivement des partenariats avec les collectivités locales en ce qui concerne effectivement le collectage dit des encombrants comme les D3E par exemple, mais aussi la vocation de proposer aux citoyens et aux citoyennes par l'intermédiaire des boutiques solidaires finalement un marché de l'occasion, du réemploi qui permet effectivement d'accéder à des biens d'équipement du ménage, donc de l'équipement blanc, comme on dit, donc des réfrigérateurs, des machines à laver, entre autres. Donc ils ont été, pardon de vous interrompre, ils ont été pionniers sur l'économie circulaire, hein, on peut vraiment dire ça, et puis d'un seul coup ils ont vu arriver de nouveaux entrants sur le marché. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années?
Alors, comme on dit, une opportunité d'affaires ne se crée pas, elle se saisit. Et en l'occurrence, à partir du moment où ces activités de recyclage, de reconditionnement, de recycling ont commencé effectivement à devenir plus que rentables, voire profitables. Donc, on parle parfois, en termes de poésie, d'excédent de gestion. À partir de ce moment-là, il y a eu un marché effectivement à saisir. Et donc, effectivement, des spécialistes qui se sont quelque peu filiarisés en tant que tels, donc à la fois sur le textile, comme vous l'exprimiez tout de suite, mais aussi dans des filiarisations ou du réemploi qui ont été aussi aidés par un certain nombre de décisions telles que les écotaxes, la récupération aussi par les distributeurs d'un certain nombre de biens qu'ils avaient eux-mêmes commercialisés en première main. Bon, donc on a vu débarquer ces concurrents, Guillaume Balas, avec des conséquences directes. C'est-à-dire que vous parliez des recycleries, il y a des recycleries qui ferment. Vous voyez la quantité ou peut-être la qualité, je ne sais pas, de ce qui vous est donné, vraiment baisser, changer? Oui, alors il faut savoir différencier évidemment les différents marchés et on n'a pas toujours les instruments pour le faire. Mais si on regarde sur l'année 2023, on peut quand même constater que globalement l'économie sociale et solidaire ne vend pas moins. En revanche, la valeur de ce qu'elle vend baisse. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui une reprise, c'est ce qui était dit tout à l'heure et c'est tout à fait exact, une reprise par des acteurs qui ont vu une valeur là où ils n'en voyaient pas auparavant et bien tout simplement qui veulent pouvoir faire payer le prix aux consommateurs. Et donc ils reprennent ce qui est pour eux le plus valorisable, ce qui a le plus de prix, en laissant à l'économie sociale et solidaire bien une qualité qui est bien moindre. Et évidemment, ça veut dire que pour le même nombre d'appareils vendus, par exemple pour ce qui est d'Envie, vous allez en retirer un bénéfice qui est moindre. Et ce qui a une incidence directe sur le nombre d'emplois d'insertion qu'on a derrière, les marges que l'on peut faire et donc les investissements que l'on peut faire également. Je rappelle que vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas de rémunération d'actionnaires, il n'y a pas de rémunération des actionnaires. Tous ces bénéfices dont vous parlez, ils sont réutilisés, soit pour créer de l'emploi, soit pour investir. C'est très important de le rappeler, même si vous l'aviez déjà dit. L'union que vous créez, elle a quel objectif ? De nous réveiller, nous, consommateurs, parce que moi, le premier, depuis quelques années, ça m'arrive de dire, tiens, mais finalement, cette chemise, peut-être que je la donne à Emmaüs, mais peut-être que finalement, je vais la vendre. Je ne vais pas faire comme si j'y avais pas participé. Donc, nous, d'abord, consommateurs, être conscients de ce qui se passe, et où les pouvoirs publics ? Les deux. Les consommateurs, parce qu'on est absolument persuadé aujourd'hui que pour des qualités qui sont égales, parfois même supérieures dans l'ESS, les gens vont préférer acheter un produit qui va aider à l'emploi et pas la rémunération d'actionnaires, justement. Et d'autre part, les pouvoirs publics, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont tendance à ne même pas être Salomon, c'est-à-dire ils ne veulent absolument rien décider sur le sujet, laisser les choses faire, et on a souvent cette idée qu'ils veulent réguler après, une fois que le marché aura fait son œuvre. Or, il y a un risque de ce point de vue, c'est qu'il y ait moins de reconditionnement et de réemploi à la fin. Pourquoi ? Parce que il n'est pas du tout sûr que ce marché soit si lucratif que ça. Il est possible que les investissements soient à court terme de la part des entreprises lucratives, qu'elles se rendent compte qu'elles ne font pas beaucoup d'argent, donc elles baissent la voilure, mais au passage, elles auront abîmé des entreprises qui aujourd'hui existent et produisent, l'économie sociale et solidaire, et qui elles-mêmes auront abaissé leur capacité de production. Mais alors, ils peuvent faire quoi aujourd'hui, les pouvoirs publics ? Alors, nous n'avons pas à l'Union du réemploi solidaire l'idée qu'il faut absolument nier tous les bénéfices des entreprises lucratives. Il y a beaucoup plus de réemploi aujourd'hui à faire dans la société et elles ont sans doute leur place. Mais pour ça, il faudrait discuter, échanger. Il faudrait des assises du réemploi, par exemple, pour qu'on puisse trouver, j'allais dire, les moyens que chacun puisse faire son travail et vivre. Et c'est tout à fait possible. Nous discutons aujourd'hui avec des grandes enseignes de distribution. On voit la tentation qu'il peut y avoir à dire toute la valeur à nous et à vous le social, entre guillemets, mais il n'y a pas de social sans valeur. Donc c'est là où les pouvoirs publics doivent nous aider à trouver le compromis qui soit le compromis le plus efficace possible pour faire plus de réemploi dans ce pays. Pascal Glémin, un mot peut-être de ces plateformes de réemploi donc lucratifs, est-ce qu'elles entretiennent parfois la surconsommation ? Est-ce qu'il y a un effet pervers ?
Alors, il y a certes un effet pervers dans la mesure où effectivement, comme ça vient d'être signalé, on est focalisé sur l'acte de consommation en oubliant effectivement les dimensions sociales, environnementales et de dynamique économique locale au niveau des territoires. Ce qui fait que finalement, ces plateformes sont à la fois asociales et territoriales et donc finissent par fonctionner en circuit étroitement court, on va dire, de consommateur à consommateur, en oubliant effectivement tout l'écosystème qui, en principe, doit prévaloir à la production, la distribution et effectivement le recyclage des biens que nous consommons. Alors effectivement, il y a la facilité aussi de passer par les plateformes. Un clic, c'est très facile. Se déplacer effectivement dans ces espaces demande de se comporter en citoyen et pas seulement en consommateur. Oui, parce que on se dit, bon, après tout, je peux m'acheter une chemise, 2 chemises, 10 chemises, je vais les remettre dans le circuit régulièrement et donc je m'achète une bonne conscience environnementale. Est-ce que vous diriez ça, Pascal Glémin ? Je dirais ça, effectivement, tout à fait. Oui, ça correspond à un comportement assez généralisé. Je voudrais qu'on prenne, il nous reste 2 minutes quand même du temps, Guillaume Balas, pour détailler le rôle d'insertion que jouent des entreprises comme les vôtres. Parce absolument. Qu'effectivement, au bout de cette chaîne, il y a des emplois et pas n'importe lesquels. Oui, parce que ce sont, d'abord, on a à peu près 70% des gens qui passent par Envie, qui vont retrouver un emploi ou une formation qualifiante qui mène à un emploi. Ouais. Et ça, c'est un travail qui n'est fait par personne si jamais nous ne le faisons pas. Il est à rappeler d'ailleurs que ces emplois ne sont pas délocalisables. C'est-à-dire que c'est ça le grand avantage, c'est qu'ils sont territorialisés comme on vient de le dire, et qui permettent aussi, notamment dans les métiers d'Envie, mais c'est très vrai dans l'ESS en général, aussi de participer à la réindustrialisation de la France et de valoriser ces métiers techniques qui aujourd'hui sont si en souffrance. Je rappelle que beaucoup de ces métiers aujourd'hui, par exemple pour réparer l'électroménager, il n'y a plus de formation faite par l'éducation nationale. S'il n'y avait pas aujourd'hui des associations comme Envie pour faire ce travail-là et préserver ce savoir, eh bien il disparaîtrait. Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'avoir... vous avez été pionnier, vous et les autres réseaux qui participent à cette union pour les remploi solidaires, d'avoir défriché le terrain pour des entreprises qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Oui, c'est presque une blague parfois de dire l'économie sociale et solidaire défriche les terrains et puis après, j'allais dire, la logique lucrative y vient. Je ne crois pas du tout que ce soit un modèle pertinent. Je pense que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui résout plutôt les problèmes qu'elle n'en crée parce qu'elle arrive à lier l'économie, comme je le disais, la territorialisation de ces activités économiques, le social et l'écologie. Il n'y a pas beaucoup, j'allais dire, d'activités qui peuvent réunir ces 3 domaines sans qu'ils s'affrontent, mais au contraire, qu'ils soient, j'allais dire, créateurs de richesse. Donc, un modèle à suivre et à promouvoir. Message envoyé au service, au pouvoir public. Merci absolument beaucoup merci à tous les deux. Merci Guillaume Balas, merci et Pascal Glémin. Je vais vous demander de rester en place le temps que j'annonce notre rubrique Start-up. C'est parti. Smart Ideas avec Stéphane Astic, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Technocarbone, entreprise créée en 2018. C'est quoi ? Quelle idée de départ ? Technocarbone, c'est une société qui veut se positionner pour fournir des solutions bas carbone dans le monde des matériaux. Les matériaux, c'est un marché en très forte croissance. C'est un marché en plus où il y a un segment particulier de marché des matériaux verts qui, lui, est en croissance de 10% par an. Et il faut trouver des nouveaux matériaux parce que... comme dans une de vos émissions précédentes, la RE 2020, par exemple, en France, va nous commander que d'ici 2031, 80% des matériaux soient renouvelés pour passer avec une bonne empreinte carbone et bien plus inférieure à celle que nous avons aujourd'hui. Et donc, votre principale innovation, c'est ce qu'on appelle la pierre carbone. Alors, absolument. Je pense que vous avez un exemplaire devant vous. C'est quoi ? Racontez-moi. Alors, la pierre carbone, c'est un matériau composite dans lequel nous avons à la fois des tranches de pierre. Ici, vous avez une tranche de pierre au-dessus, une tranche de pierre en dessous. Et au milieu, vous avez une couche de fibre de carbone. Et donc, la particularité de ce matériau, c'est qu'il va réagir un peu comme de l'acier, comme une barre en acier. Nous avons conduit des tests au CSTB, qui est l'autorité en matière de construction et de technique du bâtiment en France, et où on voit bien que le matériau accepte une flexion, comme une barre en acier.
Et ensuite, quand on enlève la pression, le matériau revient à sa forme initiale. Donc, il a un comportement élastoplastique, comme une barre en acier. Et le côté le plus surprenant, c'est que intuitivement, tout le monde penserait que si on applique une grosse force sur une plaque de pierre, elle va fissurer, voire elle va se fracturer. Et bien là, pas du tout. La pierre reste intègre et donc elle conserve toutes ses qualités de mécanique de résistance. Donc ça peut remplacer quoi? Du béton, de l'acier? Ça peut remplacer de l'acier, des poutres en acier, des piliers en acier, des lambours, ça peut remplacer du bois, évidemment. Ça peut remplacer des bétons armés, ou alors on peut le combiner aussi avec du béton pour remplacer les armatures en acier dans le béton. Et donc c'est notamment un de nos brevets récents que nous avons, qui a été validé au niveau européen pour pouvoir justement utiliser ce matériau dans des armatures en béton armé. Quel avantage si on prend une plaque d'acier et une plaque de pierre carbone en termes de bilan carbone, parce que c'est là-dessus que vous êtes attendu. Absolument. Alors le premier avantage, c'est que déjà c'est plus léger. Paradoxalement, ça a le poids de l'aluminium et pas le poids de l'acier. Donc on peut remplacer des structures en acier par des structures plus légères. Le deuxième avantage, c'est sa longévité. Nous avons tous en tête un monument qui est sur une place parisienne qui s'appelle la Concorde, la place de la Concorde. C'est l'obélisque de Luxor. Il est en granit et il a quelques milliers d'années. Et le granit est toujours là. Donc ça ne rouille pas. Et donc on n'a pas besoin de le remplacer tous les 30, 40, 50 ans. Voilà, donc ça dure beaucoup plus longtemps. Il est disponible? Il y en a beaucoup? Le granit, il y en a partout dans le monde. Donc on n'a pas de... Justement, ça c'est une des raisons pour lesquelles on s'est focalisé là-dessus, c'est que par rapport à d'autres techniques, comme le minerai de fer, qui est de plus en plus pauvre, celui qu'on extrait, ou comme le sable qui est nécessaire pour le béton, qui est de plus en plus rare, et donc il faut aller le chercher en milieu océanique, enfin en milieu marin. Donc du granit, il y en a? Du granit, il y en a partout. Et de la fibre de carbone, il y en a, puisque effectivement c'est produit à partir, donc c'est le seul élément qui va nous faire le mauvais bilan carbone, mais ou qui contribue à notre bilan carbone, mais ce bilan carbone, il est 10 fois inférieur à celui de l'acier. 10 fois inférieur? 10 fois inférieur. Oui, parce qu'on ne chauffe pas, et ça c'est le dernier élément, c'est qu'on ne chauffe pas. Donc comme on ne chauffe pas à 1500 degrés, on a une consommation énergétique qui est 2 fois inférieure en plus. Et l'acier, n'oublions jamais, il est produit aujourd'hui en mélangeant du charbon et des minerais. Évidemment. Le ciment, il est mélangé de la même façon, il est produit en mélangeant du calcaire avec du charbon. Nous, on n'utilise pas de charbon, donc on n'est pas émetteur de CO2 dans le process. Donc un très bon bilan carbone, et on voit tous les secteurs dans lesquels c'est utilisable, la construction évidemment, infrastructure, énergie, défense aérospatiale, j'en passe, et des meilleurs. Je voudrais terminer, il nous reste 1 minute sur cette levée de fonds. Alors il y a eu une première levée annoncée fin 2023, 2 millions. 1,3 million. 1,2 million. Alors attendez, je vais vous laisser donner les chiffres, comme ça on ne va pas se tromper. En fait, depuis le début de l'histoire, depuis 2018, en tout, nous avons levé 2 millions, dont 600 000 qui ont été faits l'année dernière, en 2023. Et aujourd'hui, nous continuons et nous cherchons encore 500 à 600 000 euros. L'objectif, c'est de finir de financer notre unité de production pilote que nous avons installée à Marseille, qui nous a accueillis, avec BPI France qui nous a aidés, qui a financé une partie de notre projet de recherche et développement. Et donc, ce qui va nous permettre de produire des échantillons, des pilotes, et de construire nos premiers démonstrateurs. Et ben voilà, le message est lancé. Merci beaucoup. Stéphane Astic, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier rapidement Cyrielle Chazal à la programmation, à la production, Théo Boscar, le réalisateur, Saïd Mamou pour le son. Salut.